Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté était à la CMIS numéro 5 de Kagbélé. Il est allé s'inquérir du moral de la troupe qui a subi les violences post-électorales du 4 février dernier. Les opérateurs des produits forestiers collaborent et s'entraident à travers une plateforme dénommée Bourse des produits forestiers. L'objectif est de créer de la valeur commerciale. Des Guinéens de retour au Bercail, les candidats à l'immigration clandestine remercient le gouvernement pour leurs efforts patriotiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve dans ce journal. Le ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté poursuit sa tournée de sensibilisation et d'information au titre des responsabilités de tout un chacun pour le maintien de la paix. C'est dans ce sens que Khalifa Gassama Diaby a échangé avec la CMIS numéro 5 de Kagbélé. Par le biais de cette rencontre, il a encore rappelé la nécessité du respect de la loi à tous les niveaux. Makale Souma. Un pick-up calciné et des agents blessés, c'est le bilan des violences subies par la CMIS numéro 5 de Kagbélé. Au sein de cette unité, le niveau atteint par les violences est jugé inquiétant. J'ai reçu un coup de caillou sur mon doigt qui a écrasé mon doigt. Donc sur le terrain, on m'a envoyé à l'hôpital pour les premiers soins à la Sana Barrage. Après l'ambulance est venue, on m'a envoyé à Kansamori, donc je suis le traitement là-bas. Mais ces gens-là nous prennent comme des ennemis, quoi. Donc mon doigt a été coupé. Donc je souffre avec ça entièrement. C'est trop quand même. C'est trop. Mais nous sommes républicains. C'est avec beaucoup de compassion que le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a écouté ses agents de l'ordre. Il les a encouragés à accomplir leur devoir de protection des citoyens dans la probité et le respect de la loi. Ça commence à prendre des proportions inquiétantes. Quand on va auprès des services de sécurité, on sent de la colère, de la frustration. Quand on va auprès de nos concitoyens que nous recevons dans les quartiers, qui sont victimes aussi de violences, on sent la même frustration, la même colère, parfois même plus. Il faut que chacun fasse attention. Vraiment, parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. De quelque bord que ça arrive, la loi doit s'appliquer. Si vous êtes victime de violence, la loi doit être ferme et absolue. Vous avez beaucoup de responsabilités au nom de ce pays. Cette responsabilité vous incombe aussi beaucoup de respect, de principes moraux quand vous agissez sur le terrain. Parce qu'il faut être honnête, c'est un principe moral. Lorsque vous agissez avec une tenue et vous agissez en tenue, ça n'a pas les mêmes répercussions. Parce que vous représentez la République. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est en résumé le message qu'est venu passer le ministre Khalifa Gassama Diaby aux policiers de la CMIS numéro 5 de Kagbélé. Des policiers qui disent être conscients de leur statut républicain. Restons avec les hommes en tenue pour parler de l'arrestation de 2 présumés groupes de malfrats par la brigade anticriminalité. Le premier est soupçonné d'être trempé dans plusieurs cas d'assassinat pendant les manifestations politiques et sociales. Le second trouve son arrestation dans sa tentative d'introduire le chanvre indien à la maison centrale à partir des boîtes de mayonnaise. Pour en savoir davantage, suivons le reportage de Alpha Isiagaba. Une arme de poing, un fusil de guerre et 5 cartouches saisies sur un gant. Les éléments du groupe sont accusés de plusieurs cas d'assassinat et d'enlèvement lors des manifestations politiques. Le groupe qualifié de malfrats par la police est arrêté dans la nuit du jeudi au vendredi par la brigade anticriminalité numéro 6 de Conakry. Dans les manifestations, généralement, voilà comment nos enfants s'habillent des fois, armes cachées avec les jaquettes, ils tirent dans le tas. Ils n'ont pas la maîtrise des armes. Quand ils tirent dans le tas, la balle va prendre quelqu'un, soit d'entre eux, soit d'entre les forces de sécurité. Cette qu'on a toujours accusé pour dire non, les forces de sécurité ont fait tomber les gens, ainsi de suite. Mais voilà maintenant que c'est nos enfants même qui détiennent les armes dans les manifestations, qui tirent dans les manifestations.
ils n'ont pas la maîtrise des armes. Ce n'est pas des professionnels. Cette dame aussi est interpellée pour complicité. Mère de 5 enfants, elle est accusée de tentatives d'introduction du chanvre indien à la maison centrale de Conakry. C'est mon mari qui m'a dit au téléphone d'aller prendre ce colis avec son ami à Bambeto. Mais moi, je ne savais pas que c'était du chanvre indien. Cette dame a été prise en flagrant délit de tentative d'introduction des sachets de chanvre indien enfouis dans les boîtes de mayonnaise Jadot à la rentrée. Donc tout de suite, nous avons été informés et elle a été mise à notre disposition pour approfondir les enquêtes. Il y a plusieurs formes de tentatives d'introduction. Nous avons eu déjà intercepté d'autres, mais aujourd'hui, c'est une première pour nous de voir n'eût été la vigilance des agents au niveau des pénitenciers en rapport avec les policiers au niveau de la maison centrale à l'introduction. On ne pouvait pas croire que les gens pouvaient prendre les sachets de chanvre indien, les enfouir dans des boîtes et les fermer hermétiquement pour dire que non, que c'est simplement... Et j'avoue qu'elle a eu à le faire en complicité avec son mari qui est en détention. En attendant, ces 3 présumés sont mis à la disposition de la justice. Ces quelques coups de filet réussis mettent en confiance les services de sécurité déterminés à renforcer la lutte contre les grands criminels. Les actrices de l'organisation Notre Voix aussi s'emploient à contribuer à l'apaisement dans notre pays et à encourager la culture de la paix. Cette junte féminine appelle les acteurs politiques à privilégier le dialogue et développer la confiance. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Leur dernière apparition publique remonte à 2013, alors que le pays organisait les élections législatives. Ces filles et femmes réunies au sein de l'organisation Notre Voix aussi avaient alors sillonné les QG des partis politiques et organisé une vaste campagne de sensibilisation pour un scrutin apaisé. À nouveau, elles reviennent au devant de la scène avec plus d'engagement, assurent-elles. Les récents événements suite à l'élection du 4 février dernier les ont marqués. Leur mot d'ordre, ensemble, sauvons la paix. Nous avons jugé nécessaire de revenir sur le terrain afin d'interpeller nos hommes politiques, de ne pas donner l'occasion à ces genres de pratiques qui ne doivent pas avoir lieu dans un pays. Et il est mieux d'opter pour la paix, la stabilité, l'unité nationale qui constitue la grandeur d'une nation. La paix n'est pas seulement l'absence de conflits armés. C'est un comportement que chacun doit adopter pour maintenir le climat de quiétude sociale. Un message fort rappelé de diverses manières tout au long de cette conférence de presse qui marque la suite d'une action citoyenne volontairement entreprise. Nous avons commencé une mission et il faut la terminer parce que cette mission, c'est la mission pour la République. Et eu égard à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quand on regarde en arrière et qu'on voit aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un travail de fond à faire. Après cette rencontre avec les hommes de médias, des conférences débats sont prévues dans les universités. Une sensibilisation de proximité va aussi être menée par ces activistes qui font de la promotion de la paix et du leadership féminin leur préoccupation majeure. Autre information, la couverture sanitaire et une politique du chef de l'État, professeur Alpha Condé, d'équiper les structures sanitaires du pays pour une meilleure prise en charge. C'est dans cette optique que plusieurs lots de matériel et d'équipements sont destinés à la région de Mali. C'est un financement du budget national de développement destiné à tous les centres de santé et hospitaliers du pays. Soré de Guéra. Ces équipements médicaux, mobilier de bureau et petits matériels techniques d'appui sont destinés aux différentes structures sanitaires de la préfecture de Mali. Le geste s'inscrit dans le vaste programme de relance et de résilience du système de santé post-Ebola. Comme nous l'avions fait à l'Abbé, cette remise rentre dans le cadre de la qualification des services de santé dans votre région administrative et dans ce cas-ci dans la préfecture de Mali. Donc nous espérons que les bénéficiaires en feront bon usage et qui prendront vraiment soin de cet équipement.
Et le message pour nous de la part du président de la République, c'est vraiment d'améliorer la qualité des services de santé pour les populations. La distribution de ces équipements se fera en fonction du niveau de besoin des structures du district sanitaire. En dépit du volume du matériel, toutes les dispositions semblent prises pour couvrir l'ensemble du district. Au nom des 114 structures, y compris l'hôpital préfectoral, nous disons merci. Merci d'abord au chef de l'État pour ce grand homme qui vient de faire à la préfecture au district sanitaire de Mali. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre parrain de la préfecture de Mali et de l'Elouma. Et nous permettons à son Excellence, Monsieur le ministre, que ces matériels, comme par le passé, iront directement aux ayants droit. Toutes les structures bénéficiaires recevront ce matériel. Nous nous engageons solennellement pour vous le dire. À l'instar des autres préfectures bénéficiaires du don, l'acheminement de ces équipements à Mali a été assuré par la PCG, Pharmacie Centrale de Guinée, qui est en charge de la mise en œuvre de la logistique intégrée du ministère de la Santé. Et puis, les opérateurs des produits forestiers se sont retrouvés à Cancan pour tisser des relations d'affaires. La rencontre appelée Bourse des produits forestiers a pour objectif de permettre aux opérateurs des différentes filières agricoles d'échanger entre eux et apprendre au sein d'une organisation structurée et sécurisée. Fodé Bangali Fofana depuis le Nabaya. Ils sont une cinquantaine d'opérateurs venus de Kindia, de Mamou, Labé, Farana, Zaboula, Dingirai, Cancan, Sigiri, Kouroussa et Mandiana, mais aussi du Mali voisin. Ce sont des commerçants acheteurs réunis autour des produits forestiers non ligneux. Des femmes et des hommes qui offrent des volumes importants de ces produits. Ils sont venus à la rencontre des producteurs, venus aussi pour nouer des relations d'affaires entre eux d'une part et d'autre part avec leurs frères et sœurs venus du Mali voisin. L'objectif, c'est permettre aux opérateurs, les producteurs et les acheteurs de faire le business. Il y en a qui présentent les offres d'achat. Ça, c'est les acheteurs. Les producteurs ont leur offre de vente. Donc, on les regroupe et puis nous les encadrons. Et puis, ils font leur affaire. Ça, c'est la bourse. C'est vraiment un projet pilote avec son approche. Et ça a été un peu très lourd, mais nous avons commencé dans un certain nombre de zones pour permettre à l'ONG d'expérimenter un peu ces approches pour voir si ça pouvait très bien donner. Ces produits forestiers non ligneux, s'ils sont bien connus, leur commerce n'est pas bien soutenu dans notre pays. Et le plus souvent, ces produits forestiers non ligneux sont vendus sous d'autres labels. C'est l'une des raisons de la tenue de la présente bourse ici à Cancan, cette ville de négoce. Le concept de la bourse, c'est pour professionnaliser les acteurs. Parce qu'il va y avoir des contrats signés. Et Agissa, justement, a pour rôle de suivre l'exécution de ces contrats. Le constat que tout le monde fait, c'est effectivement les produits guinéens sont commercialisés sous d'autres labels. Nous-mêmes, on a amené souvent des producteurs de fonio à Bamako. Eh bien, ils vendent, je pense principalement aux dames venues de Beila, ils vendent leurs produits. On s'arrête là. On ne sait pas par la suite ce que les gens font de ces produits. Donc c'est une très bonne chose pour tout le monde que le produit soit valorisé en Guinée et vendu à l'extérieur sous le label guinéen. Organisé par l'ONG Agissa, un des objectifs de la rencontre est de professionnaliser les acteurs de cette filière. Les organisateurs ont appelé cela bourse des produits forestiers non ligneux. Dans un autre registre, mais toujours de développement, des cadres et acteurs des mines échangent sur la numérisation des données géologiques, cartographie et estimation des réserves de minéraux du développement. L'objectif visé est d'améliorer les activités de ce sous-secteur. Abdoulaye Diallo nous signe ce reportage. La Guinée, comme beaucoup d'autres pays, ne dispose pas encore de données sur les indices ni de cartes sur les réserves des minéraux du développement.
Pourtant, aujourd'hui, le constat démontre que les activités relatives à ces minéraux occupent un centre d'intérêt pour des petits exploitants dont la majorité est composée des jeunes et des femmes. Pour relever le défi qui s'impose à ce sous-secteur, des cadres et étudiants échangent sur les techniques de numérisation des données géologiques, la cartographie, l'estimation des réserves de ces minéraux essentiels à la construction d'infrastructures de développement. Tout ce qui est minéraux de développement, c'est une famille extrêmement très grande. On en a qui concernent les ressources liées aux matériaux de construction, les ressources liées aux matériaux liés, n'est-ce pas, à l'agriculture, comme engrais, tirés n'est-ce pas, du calcaire et tant d'autres, et les ressources liées, n'est-ce pas, à l'industrie. Donc tout ça, pour les maîtriser, il faut la formation. Cette formation est le passage obligé. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que maintenant, nos soucis sont complètement partis. Dès l'instant que l'information a pris place et les gens ont pris, s'en approprient du contenu de ces formations, pour nous, c'est un grand départ qui s'annonce dans le secteur du développement des minéraux. Pour la mise en œuvre du programme ACP Afrique-Caraïbes-Pacifique en faveur des minéraux du développement, 64 sites pilotes sont répertoriés à travers les 4 régions naturelles du pays. L'objectif est de viabiliser les activités de cet autre secteur encore peu structuré en vue d'améliorer l'économie locale. La particularité de ce sous-secteur des minéraux du développement se traduit surtout par son potentiel. Son potentiel à créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes d'ici et d'ailleurs, un peu partout sur le territoire guinéen, du fait que ce sont des minéraux qui sont déjà disponibles, accessibles et qu'on peut facilement transformer à moindre coût. Pour les mettre sur le marché, il suffit de leur ajouter un peu de valeur pour pouvoir justement les utiliser comme substitut parfait à de nombreux produits d'importation tels que les carreaux, tels que la peinture, tels que la pâte dentifrice et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Le boom des infrastructures et l'urbanisation rapide, l'exploitation et la transformation des minéraux du développement constituent un levier pour l'économie locale. Une opportunité pour créer la richesse et lutter contre la pauvreté. Dans l'actualité également, l'annuaire des statistiques de l'environnement, c'est le nom d'un document que l'Institut national des statistiques entend élaborer pour recenser tous les facteurs qui provoquent la dégradation de l'environnement. Les acteurs concernés se sont retrouvés à Kindia pour finaliser le document avant sa validation par les autorités compétentes. Younous Atawel Kamara. Depuis quelques années, notre environnement connaît une dégradation poussée, un phénomène lié à certains facteurs souvent provoqués par l'homme. Il s'agit notamment de l'exploitation abusive des mines et la déforestation qui ont des impacts négatifs sur la nature. L'Institut national des statistiques met en place l'annuaire des statistiques de l'environnement 2016. Après les phases de collecte et de traitement des données, les acteurs se retrouvent ici à Kindia pour finaliser le document. Pour nous, c'est une manière d'aider nos décideurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas parler de développement sans statistiques fiables. Donc pour nous, produire des données statistiques fiables dans l'environnement est un élément important pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc c'est un élément pour aider nos décideurs dans leur prise de décision. Notre environnement subit des impacts d'activités anthropiques qui le malmènent un peu, et quand on ajoute à ça les effets néfastes du changement climatique, donc vous voyez ce que ça peut donner. Pour mener à bien le combat contre la dégradation de l'environnement, quelques mesures préventives sont envisagées par les responsables des différentes structures concernées. Que ce soit le déboisement, la déforestation et tout, ou les sociétés minières. Une fois qu'on finit d'exploiter une zone, il faut absolument qu'on leur montre qu'il faut encore reboiser afin que la forêt revienne. Ce document intitulé l'annuaire des statistiques de l'environnement 2016, une fois finalisé et validé par les autorités compétentes, sera un guide pour le ministère de l'Environnement.
Parlons entrepreneuriat. Fonder une entreprise est le rêve de bon nombre de jeunes. Mais comment entreprendre? La question a été débattue au cours d'une rencontre par les responsables du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise et des élèves. Cette aventure demande parfois d'énormes sacrifices avant de franchir la barrière de la réussite. Yaya Silla nous fait le point. Dans cette salle de formation, deux groupes d'hommes et de femmes font face à face. Le premier, ce sont des élèves du collège Kipé. Et le second, tous des chefs d'entreprise. Ils parlent ici de l'entrepreneuriat dans le cadre de la formation prônée par le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise CJD. La section jeunesse s'est proposée de pouvoir inciter d'autres élèves à pouvoir se lancer dans l'esprit d'entreprise, donc vouloir échanger, partager des parcours de d'autres entrepreneurs pour voir que ce qu'ils ont eu vraiment à parcourir tout au long de leur vie d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, c'était l'opportunité pour eux d'échanger directement avec ces élèves afin qu'ils écoutent les histoires des intervenants. Dans cette première rencontre, le CGD a choisi quelques chefs d'entreprise évoluant en Guinée pour expliquer aux élèves leur expérience en matière de création d'emplois. Ce n'est pas forcément les inciter à être comme nous, mais c'est de leur permettre de comprendre vraiment que l'entrepreneuriat, en fait, si tu as un rêve de réaliser quelque chose, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de millions pour réaliser tes rêves, mais mets l'idée en place et après tu pourras parvenir à tes rêves. Avec le slogan « L'économie au service de l'homme », les stagiaires commencent déjà à rêver. Voyons dans nos hôpitaux ici, il y a manque d'équipements sanitaires. Donc moi, en tant que femme, dans le futur, je vais construire un hôpital pour les gens qui ont vraiment besoin. Ce centre de jeunes dirigeants d'entreprises de Guinée est une antenne du CGD de France. Il regroupe à ce jour plus de 40 entrepreneurs. Il est créé en 2015 à Conakry. Ils sont au nombre de 137 jeunes candidats à l'immigration à regagner la Guinée. Le gouvernement, en collaboration avec l'OIM Guinée, a mis tout en œuvre pour faciliter le retour de ses compatriotes à la case de départ. Ils ont été accueillis à l'aéroport Conakry-Bessia par les cadres des départements concernés et l'OIM Guinée. Mohamed Lamine Kamara. Depuis le début de l'année 2018, c'est le deuxième vol en provenance de la Libye. Pour cette nouvelle opération de rapatriement, 137 jeunes Guinéens sont concernés. Ils auraient connu de mauvaises conditions de traitement sur le chemin de l'immigration clandestine. Moi, j'étais pressé pour venir au pays. J'ai fait un an en Libye. Je sais l'argent que j'ai gaspillé. J'ai dit à tout chacun et à tous les Guinéens de se faire reculer pour faire de Libye. Ici, ces jeunes rapatriés bénéficient des rations alimentaires avant d'être soumis aux procédures d'identification. La réussite de ces opérations de rapatriement est le résultat d'une étroite collaboration entre le gouvernement et l'Organisation mondiale pour les migrations. L'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est qu'eux peuvent servir de témoins à d'autres candidats potentiels à la migration irrégulière. Mais surtout dire à ceux qui viennent d'arriver que l'État ne va pas les abandonner. l'OIM soutient l'État dans le processus de retour volontaire des migrants. Les jeunes qui sont là, ils seront bien soutenus grâce au gouvernement, mais aussi à l'appui financier de l'Union européenne. Cette année, l'État et ses partenaires entendent accélérer la mise en place du programme d'insertion des jeunes migrants. Toujours dans l'actualité nationale, la coopération guinéo-japonaise se porte bien pour éclairer la lanterne des étudiants sur les avantages que regorge le Japon. Son ambassadeur en Guinée était face aux étudiants guinéens. Issa Nobu Asama a donné d'amples informations aux apprenants sur les différentes opportunités qu'offre le Japon dans le domaine de la formation. Reportage Algassimouba. C'est un cours pas comme les autres. Ces étudiants des différentes facultés suivent ici avec attention l'actualité de la diplomatie japonaise. Le cours est dispensé par l'ambassadeur du pays du soleil levant.
Une façon pour le diplomate japonais de faire connaître son pays, les opportunités et de faire comprendre aux étudiants les axes de coopération guinéo-japonaise. Nous avons compris au cours de cette conférence que le Japon est un pays qui est directement lié à notre pays, la Guinée. Parce que, vu les investissements que le gouvernement japonais a fait en Guinée, en nous dotant ici d'un pont de haut niveau, tel le pont Kanka, et aussi en investissant ici dans le domaine, de l'éducation, en octroyant ici aux enfants les cantines scolaires. Je pense bien le gouvernement japonais est une opportunité que nous, les étudiants guinéens, nous devrons saisir. Pour Hisanobu Hassama, ambassadeur du Japon en Guinée, le plus important pour le développement économique, c'est l'éducation de base. C'est pourquoi la rencontre est mise à profit pour expliquer aux étudiants les différentes catégories de bourses d'études qu'offre le Japon. Une aubaine pour les étudiants guinéens qui veulent poursuivre les études au Japon. J'ai déjà beaucoup aimé les bourses qu'ils veulent offrir aux étudiants et aux étudiantes d'aller améliorer leurs compétences, leurs connaissances au sein de leur pays. C'est encourageant, c'est motivant. L'avenir dépend de la jeunesse. D'ailleurs, ici, à l'université, l'âge s'étale de 18 ans jusqu'à 35 ans ou 40 ans, mais ce sont des gens qui sont un vecteur de développement économique. Le développement économique en Guinée est profitable aussi pour le Japon aussi. La coopération guinéo-japonaise date de 1972. Depuis, Conakry et Tokyo tissent des relations d'amitié. Ces relations couvrent les domaines de la sécurité alimentaire, les infrastructures économiques et le renforcement des services sociaux. Direction à présent les États-Unis d'Amérique. Le nouvel ambassadeur a pris fonction. En amont, Kerfala Yansane a échangé avec les Guinéens vivant au pays de l'oncle Sam sur les priorités du gouvernement en les invitant au renforcement de l'unité nationale. Ben Bangoura nous fait le point. La rencontre intervenait une semaine après sa prise de fonction. Histoire pour le nouvel ambassadeur de se présenter à ses concitoyens et transmettre le message personnel du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Un message portant sur l'unité et la cohésion entre les Guinéens de la diaspora, appelé à contribuer à l'essor économique du pays, comme c'est le cas dans certains pays voisins. Vous connaissez la vision du professeur Alpha Condé concernant la diaspora. Il souhaite associer la diaspora à la gestion de la Guinée et sur le plan de l'administration et sur le plan du secteur privé. M. Yansane a mis l'occasion à profit pour évoquer un certain nombre de sujets. Outre la situation sociopolitique du pays, marquée par les récentes élections communales, il a parlé de l'épineuse question de l'immigration qui affecte des milliers de Guinéens aux États-Unis au moment où l'administration Trump durcit le ton. C'est-à-dire que le gouvernement guinéen se bat pour que nos compatriotes soient protégés. Et cette fois-ci, avec un front commun avec les autres pays africains. Le diplomate guinéen a par ailleurs réaffirmé la volonté du président Alpha Condé à raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les États-Unis et la Guinée, notamment dans les domaines de l'agriculture et les mines. Page noire de cette édition, le monde de la culture guinéenne a rendu un dernier hommage à la diva Fatouli Sambari ce samedi, décédée hier vendredi à l'âge de 53 ans. Avec sa voix pastorale, l'artiste a pu se frayer un chemin en se faisant remarquer par ses gestes scéniques. Avant de regagner sa dernière demeure, un hommage mérité lui a été rendu pour son engagement pour la promotion de la culture guinéenne. Fatouli Sambari a 3 albums à son actif. Elle laisse derrière elle une fille du nom de Bébé Lissan, elle aussi artiste. Paix à son âme. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps. Quant à moi, je vous laisse accompagner des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.